en place, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais on va pas commencer tout de suite à, à remplir que toute la vidéo de propos très limites. Non, non, t'inquiète. Alors, eh bien, est-ce que tu pourrais te présenter donc Nico Dessin pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, si moi je devais résumer, alors tu écris avant tout des romans, c'est d'abord ça ton activité principale. Et tu dessines aussi, tu les illustres également. Le tout parfois sur Twitch et parfois pas. Alors, en soi, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'à la base, je suis illustrateur d'intérêt principal, Ok, on va dire. Mais comme j'ai pas un niveau assez élevé en dessin pour pouvoir représenter tout ce que je veux représenter, je me suis intéressé à l'écriture pour quand même développer les univers que je crée. ok, d'accord. Oui, t'as vraiment utilisé l'écriture comme étant quelque chose, comme un genre de béquille pour pouvoir ah, enrichir ton dessin. Exactement. Ok. Exactement. Même si ça n'empêche pas de progresser et de proposer des trucs un peu plus évolués en dessin, notamment le storyboard de la BD Première Guerre mondiale que je fais, qui est, à mon sens, un bon niveau plutôt correct. Ok. Voilà. Parce que oui, je fais une BD Première Guerre mondiale, on y Alors reviendra là, plus tard. c'est les dernières pièces qu'on peut voir sur ton Insta. Genre, j'imagine que ça en fait. Non, ça en fait peut-être pas partie de ça, mais en tout cas, c'est dans C'est l'esprit. l'idée. Voilà. Oui, c'est dans l'esprit. Ça, c'est un fan art de Trench Crusade. Mais Trench Crusade et la Première Guerre mondiale étant très liés, c'est lié. Voilà. Ok, oui, c'est ça. On reste dans l'esprit. C'était les pièces que tu faisais pour plus ou moins t'entraîner justement à pouvoir te lancer dans ton récit, c'est ça. Exactement. Et donc pour vous présenter, bah, moi je suis Nico slash Nico Dessin ou Nicona, peu importe. Donc je suis un plutôt jeune, je ne suis un plutôt jeune illustrateur de 26 ans. Ça va encore, putain, arrête, putain, j'ai l'impression de vieillir, hein. Je Ouais, vis, mais j'ai passé le quart de siècle, c'est bon, je suis plus un jeune. ah, ça va encore, hein. Ça va, ça va, ça va. Ouais. Donc voilà, je dessine depuis le 31 décembre 2019, ce qui fait que c'est Ok. facile à calculer. Effectivement, non, c'est précis comme date. C'est vrai qu'on a rarement des dates aussi précises. Alors, faut savoir que 31 décembre 2019, c'est une date un peu charnière pour moi parce que, en gros, j'étais complètement bourré, j'ai griffonné au stylo à bille sur une enveloppe à lettres en plein réveillon du Nouvel An, Ok. et j'ai été satisfait de ce que j'ai fait, du coup, j'ai plus jamais arrêté. Maintenant, je suis dessinateur. Oui, reprends une Voilà. bière, on en reparle demain. D'accord. Et on en reparlait demain, et du coup, j'ai continué. Écoute, c'est un déclic intéressant, hein, en vrai. Comme quoi, l'alcool, ça peut aider. Ouais, ce sera la morale de cette vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à boire, ça déclenche des vocations. Non, je sens qu'on va avoir Donc, des problèmes avec cette vidéo. donc voilà, et mon sujet à moi, principalement, donc c'est tout ce qui est militaire ou qui s'en approche, comme le post-apo, comme la Première Guerre mondiale, comme la Seconde, comme les guerres contemporaines qu'on a, comme notamment à l'Est de l'Europe, que je nommerai pas. Donc voilà, c'est mon sujet de base. C'est tout ce qui touche de près ou de loin aux armes à feu. Ok, Et si je peux expliquer d'où ça vient, alors ça vient de quand j'avais 9-10 ans. ouais. Attendez, j'explique. Je suis pas un psychopathe. Non, 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 mais c'est pas forcément lié. En fait, quand j'avais 9-10 ans, j'ai vu un film que beaucoup connaissent qui s'appelle L'Atlantide, l'Empire perdu de Disney. Je l'ai pas vu celui-là, j'ai fait le jeu. J'ai fait le jeu, mais Ah, j'ai pas vu le film d'animation. et ben dans ce film, les méchants ont une esthétique assez parlante. Je veux dire, ils ont des casques, des tenues Première Guerre mondiale, parce que oui, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Ah Ils ouais? ont des masques à gaz, oui, oui, des Mais faut que fusils. je le vois ce Ils- truc-là. Attends, je vais regarder Oui, oui, direct. faut que tu. Hmm. Vas-y, je t'en prie, hein, développe. Donc ces méchants-là qui avaient du coup ces gros manteaux, ces masques à gaz, ces fusils, tout ça, dans le film, avaient une prestance que j'ai beaucoup aimée quand j'étais gamin. Et c'est depuis là que j'ai commencé à m'intéresser du coup à toute esthétique militaire et paramilitaire et post-apo et peu importe. Et en fait, de mes 10 à mes 15 ans, je traînais sur Internet et je voyais plein de fanart post-apo dont je ne savais pas qui venaient de Stalker, mais ça m'a créé un imaginaire post-apo assez précis. Et en 2015, ça a été la révélation, parce que j'ai vu au cinéma Mad Max Fury Road, Ah, et très c'est là bien. que j'ai eu un déclic, je me suis dit, c'est ça. C'est ça que je veux faire. Je veux faire mon Mad Max. Ah, Mad Max, c'est vrai que le Fury Road, parce que j'ai vu le premier, moi. Le premier, c'est avec Stallone, je crois d'ailleurs. Alors, c'est avec Mel Gibson.
le vrai premier. Ah, il me semble qu'il y en Mel avait encore Gibson. un autre avant. Ouais, non, Mel Gibson, ok. Ok, mais oui, d'accord. Mais oui, j'avais vu le premier. Et c'était bien celui-là avec Mel Gibson. Et ça m'avait pas transcendé. Mais je crois que la légende de Mad Max vient à partir du 2 Oui. et que je n'ai pas vu, du coup. Et ce qu'ils ont fait sur Fury Road, par contre, ça a été une énorme claque, quoi. Ah oui. Genre, le film, je suis incapable de te dire ce qu'il raconte, plus ou moins, parce que, bah, en fait, on s'en fout. Par Ça en est contre, à, ça en est à leur tour. ouais, c'est ça. Mais par contre, le truc est spectaculaire, mais à un niveau, c'en était débile, quoi. Bah, c'est un miracle, en fait, j'ai envie de dire. C'est un miracle. Ouais, non, 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 vraiment, vraiment incroyable. Bah, je comprends hein, que du coup, ce soit quelque chose qui t'ait marqué. Bien plus que, du coup, l'original, où, bah, on se fait un peu chier. Parce qu'en fait, l'original, c'est plus ou moins ce qui se passe aujourd'hui avec l'essence, quoi. Oui, oui, un peu. Avec, en même temps, il me semble que le film a été créé donc, en tête du premier choc pétrolier, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc c'est logique. Oui, oui, non, mais ça fait sens. Bah, de toute façon, c'est une grosse problématique de Mad Max, hein, le fait de pas avoir d'essence alors que tout le monde est en bagnole, d'ailleurs. Ouais, Bah, ils ont pas d'eau non plus. oui, ça Ça, c'est c'est vrai la aussi. guerre de l'eau. La guerre de l'eau est aussi une problématique de ces films. Alors, en général, hein, de toute Donc, façon, tout ce qui est post-apo. Excuse-moi, je t'en prie. Développe, oui, non mais développe. t'inquiète, oui. Et donc voilà, donc ça c'est un peu l'origine du mal, j'ai envie de dire. Et donc voilà, donc suite à ça, je me suis beaucoup intéressé à toutes ces esthétiques et j'ai un peu gribouillé dans mon coin. Comme vous pouvez voir sur mon Insta d'ailleurs, j'ai fait quelques customs un peu Mad Max. Oui. Tout. Ah, attends. Ah oui, on voit bien que t'es aussi très intéressé par les véhicules. Oui, j'aime beaucoup le technical, on va dire. Mais ça y est. Putain, j'étais là, je me disais, mais il a fait un nettoyage sur son Insta. Non, non, c'est juste que ça l'avait pas chargé. Et du coup, voilà, on voit vachement plus de tes pièces. Mm. Et moi, mon processus artistique, c'est majoritairement le noir et blanc, parce que je suis un gros flemmard et j'ai la flemme d'apprendre la couleur. Ah ouais, je connais. Voilà. J'aime pas ça, j'aime pas la couleur, j'ai pas envie de la prendre. Donc noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc. Ah, on voit que t'as essayé quand même des fois. Ouais, j'ai un peu testouillé, on va dire. Voilà. Et donc, un jour, surtout, j'ai rencontré un illustrateur qui faisait que du noir et blanc que j'ai beaucoup aimé, n'est-ce pas? Hein? Ah ouais? Bah vas-y, parle-nous de lui. Voilà. Le Fantastic Barack qui m'inspire beaucoup qui m'inspire beaucoup à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Voilà, donc je m'inspire beaucoup de son processus créatif, de ton processus créatif, du coup. Et donc voilà, donc j'essaie de travailler en hachure, en aplat noir et tout ça. Et en plus, je trouve que le noir et blanc permet un grain que la couleur ne permet pas. Si tu vois ce que je veux Un dire. grain, comment ça? Vas-y. Alors là, pas bien. Je veux bien que tu me développes un petit peu ça. Oui, En fait, un cachet que. voilà, c'est ça. Ouais, ouais, En ouais. fait, le noir et blanc demande énormément de technicité, déjà. Parce que de toute façon, il n'y a pas les couleurs il y a pas les couleurs pour différencier les valeurs et tout ça. C'est vrai. Donc il faut être très technique. Et avec le noir et blanc, je trouve qu'on a un petit côté griffonné, crayonné, hachuré, un peu dégueulasse que moi j'aime beaucoup. J'aime bien aussi. Parce que moi j'aime bien travailler, j'aime bien faire des trucs un peu dégueulasses, comme on peut le voir sur la... Attendez, deuxième ligne, image de tout à droite. Celle-ci. Voilà. Elle est très bien celle-là. C'est un peu dégueulasse et j'aime beaucoup, quoi. Mm. Bah oui, surtout pour représenter des trucs qui sont dans des univers qui vont être post-apocalyptiques, etc., ou guerre de tranchées, ou ce genre de trucs, qui sont de toute façon des environnements boueux, sales, poussiéreux, etc. En fait, ça n'aurait pas de sens d'avoir quelque chose. Enfin, ça n'aurait pas de sens. J'imagine que ça existe d'avoir des illustrations qui sont très propres, mais en soi, ça colle à l'ambiance globale. Le fait d'avoir quelque chose d'un peu crade, difficile, pas forcément facile à discerner en fait. Bah, en fait, pour ça, je me suis beaucoup inspiré de William Gibson, si vous le connaissez. Comme ça me dit rien. William Gibson, c'est simplement le gars qui a écrit le roman qui a fondé le cyberpunk. Ok. Et en fait, il a déclaré les œuvres de science-fiction étaient beaucoup trop propres, beaucoup trop édulcorées, beaucoup trop lisses. Moi, je voulais voir la poussière dans les coins. Donc, j'ai créé un univers crade et violent pour justement changer un peu de tout ça. Et donc, moi, c'est un peu ce que je fais, c'est que j'ai envie que mes illustrations, mes dessins, mes univers soient crades et violents. Mais je peux comprendre, c'est que hein, je serais plutôt mal placé pour.
pour dire que je ne vois pas de quoi tu parles. Donc voilà, nous avons un chat en guest. Exact, hein, exact. Et il m'a entendu parler, il s'est dit qu'il y avait peut-être moyen de gratter de la bouffe. Un petit peu peur. Ok, Et alors donc du coup, donc. Ah, vas-y, vas-y. oui. Bah écoute, Oh, non, vas-y, vas-y. alors du coup, vu que tu allais nous parler bah, très probablement de ton projet sur la Première Guerre mondiale, j'allais te poser des questions dessus. Genre, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu as envie d'en dévoiler plus ou pas? Alors, faut savoir qu'il y a quelques temps, alors, faut savoir que moi, j'ai un processus créatif qui est un peu particulier. C'est que souvent, vers 3 heures du matin, je fais des choses en tant qu'aigri. Et quand je vois que ça peut donner quelque chose, je continue. Ok, Et il faut savoir que, bon, ça va pas plaire à tout le monde, mais moi, je suis, on va dire, je suis très attaché à mon pays. ok, Voilà, je suis très attaché à mon pays, la France. Et il faut savoir que, il y a quelques temps, à 3 heures du matin, je me suis lancé dans une idée un peu conne. Genre, et si la France avait fait un grand chelem pendant le XXe siècle? d'accord, Donc, je me suis mis à écrire des uchronies en casquette où la France remportait tout pendant le XXe siècle. d'accord, D'où mon idée d'Uchronie Première Guerre mondiale, où du coup, j'ai réussi, de manière en plus réaliste, à finir la guerre en 2 ans. d'accord. J'entrerai pas dans les détails, mais historiquement, Ah non, ça aurait pu passer ça aurait pu si on avait passer. pris, Ok. si on avait pris quelques bonnes décisions. Oui, non mais ça c'est souvent les problèmes, notamment les problèmes avec la guerre, etc. Tu peux te calmer, Pépère? C'est souvent ça, comment dire, c'est souvent dû à des mauvaises décisions en fait. Oui, C'est exactement. voilà. Un commandement incompétent, une rigidité, un manque d'adaptabilité, puis des Mais c'est catastrophes, quoi. ça, tu vois. C'est par exemple là, si on devait faire le parallèle avec quelque chose d'un peu actuel, des personnes qui reviennent d'une croisière et qui sont infectées par un virus qu'on ne connaît pas trop, et si on les avait mis en quarantaine tout de suite plutôt que de les renvoyer chez eux par les transports en commun, on aurait peut-être pu limiter la contamination. Exactement. Voilà, tu vois, ça tient pas à grand chose, mais une mauvaise décision et on a une centaine de cas supplémentaires, quoi. C'est ça. Et donc, mon projet de Première Guerre mondiale, en gros, ça revient, comme je disais, j'ai modifié quelques décisions prises à quelques moments. Et du coup, j'ai réussi à finir la guerre en 2 ans, et donc j'ai décidé d'en faire une BD parce qu'en fait, j'ai été inspiré, on va dire entre guillemets, par la BD Wunderwaffen, Ok, ça me dit quelque chose, ça, hein, qui j'ai dû passer dessus un moment. c'est une BD où en gros, ça part du principe et si les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale avaient tout misé sur leur programme d'armes de pointe. Ok. Et donc c'est un peu, alors c'est aussi le cas dans mon Uchronie et pas que, parce qu'il y a aussi une dimension stratégique. Non, c'est pas celle que je pensais. Là, je suis tombé sur les couvertures. Ah, c'est très réaliste. Les couvertures, en tout cas, sont très réalistes. Et c'est beaucoup de Ouais. combats aériens, non? Oui, oui, parce que la majorité des innovations allemandes, enfin les plus impressionnantes étaient dans les airs, justement. D'accord, ok. Voilà. Et donc, je me suis inspiré de ça parce que dans mon Uchronie, on a une évolution du matériel qui est précoce que dans la réalité. Ok, C'était faisable, il aurait juste fallu un peu plus d'organisation, plus de logistique et plus de bonnes décisions. Hein, parce que, par exemple, tout petit exemple, l'état-major français était trop rigide et trop attaché à son matériel de base et à ses vieilles doctrines. Du coup, ça nous a empêché de développer des armes plus efficaces, notamment. ok. Donc là, je pars du principe que l'état-major français est plus réactif et change sa mentalité pour permettre le développement de ce nouveau matériel et de nouvelles doctrines qui permettent justement de finir la guerre en 2 ans. Oui, je comprends le truc. Alors effectivement, quand on commence à modifier certaines choses, les choses avancent plus vite. Je sais que c'est un truc que j'ai utilisé aussi que j'utilise aussi moi dans mes histoires, tu vois, où en fait on a encore une très forte tendance à être dans le médiéval, donc des épées, des boucliers, des machins. Mais en même temps, ils ont déjà des munitions à étui et des armes à feu, tu vois. C'est qu'en fait Et j'aime beaucoup. j'ai retrouvé Oui. toute cette période-là ouais, bah du coup, ça permet des trucs vachement plus dynamiques. Mais c'est un peu une carte cheat, tu vois. Oui, mais là, en fait, Oui. on leur rajoute 150 ans de technologie d'un coup. Paf! Démerdez-vous avec ça. Ah ouais? Mais j'aime beaucoup ce mélange médiéval et industriel en vrai. C'était un peu le cas dans The Arms Peddler, c'est le cas chez toi, et j'aime beaucoup cette esthétique. J'ai pensé à l'inclure dans mon roman, Ouais. mais je me suis orienté vers. Enfin, je l'ai inclus d'ailleurs dans mon roman, mais
mais un peu moins vénère que toi, on va dire. Ouais, oui, parce que moi j'ai décidé de mettre la subtilité à côté. Enfin, non, mais ça ira, ça je vais pas y toucher. Et et d'y aller de façon un petit peu plus bourrine, effectivement. Mm. Donc oui, tu prends quand même des libertés pour faire avancer ton scénario et que tu puisses mener ton récit comme tu l'entends. Oui, Mais ton idée, c'est quand même d'avoir une approche réaliste finalement. tout à fait. Exactement. J'ai une approche réaliste parce que je vais pas m'amuser à mettre des radars pendant la Première Guerre mondiale, tu vois. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Des fois que les... Eh Et ben, voilà! Et les tanks allemands, ils allaient trop vite! Et voilà, ils se font flasher! voilà. Vous en Donc voulez des j'essaye. idées? J'en ai plein! Elles sont pas J'aurais toutes bonnes. pu, ça aurait pu, mais je préfère quand même rester au maximum réaliste. Bien sûr, pour Parce qu'il y ait un que souci sinon, d'immersion. c'est ça, parce que et pas que, parce que sinon c'est trop facile. Oui, aussi. Voilà. Et d'ailleurs, je vais faire une toute petite aparté politique. Toute Ok, petite. ok. Vas-y, vas-y. Dans mon projet Première Guerre mondiale, j'ai choisi pour le côté français, parce que c'est un projet en 4 parties. D'accord. Première partie qui se passe en Turquie, la deuxième se passe en France, la troisième en Russie et la quatrième en Italie. D'accord. Et donc, enfin, avec les fronts, hein, bien sûr, qui se connectent entre eux. Et donc, pour ma partie française, j'ai choisi d'orienter une partie de la narration sur un bataillon fictif. Alors, fictif pourquoi? Parce que forcément, c'est l'Ukraine, donc ça doit être fictif. Mhm. Je pouvais pas prendre un bataillon qui existait parce que sinon, ils n'auraient jamais fait ce que je prévoyais de leur faire faire. Et donc, j'ai choisi d'orienter une partie de la narration sur un bataillon fictif de tirailleurs africains. Ok. Parce que je trouve que c'est des hommes qui se sont vaillamment battus et qui ont été injustement oubliés de l'histoire. Ok. Mais je suis pas assez renseigné sur le sujet. Alors, je sais que les tirailleurs, on en entend parler. Après, ils sont peut-être pas aussi souvent représentés à la hauteur de ce qu'ils ont fait durant le conflit. Mais j'avoue que je suis pas renseigné là-dessus. Donc voilà, toi t'as pris ce parti pris en fait de prendre les tirailleurs donc comme personnages principaux du point de vue de ton roman donc. Exactement. Enfin, pas du roman, de la Donc BD. Le roman, c'est autre oui, chose. oh attends, excuse-moi. Oui, donc de la BD qui va se passer en Première Guerre mondiale. C'est ça. Mais uniquement pour la partie française. Parce que pour les autres parties, j'ai d'autres plans en tête. Oui, 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 c'est ça. Puis bon, c'est peut-être que tous les pays n'utilisaient pas forcément des tirailleurs sénégalais. Bah j'en sais rien en fait, hein, Non, c'était essentiellement français. C'était mais essentiellement voilà. français. Les Britanniques avaient des personnes qui venaient Ouais, d'Inde et d'Amérique. ok, Euh, les Américains avaient forcément des Afro-Américains avec eux et des Amérindiens. Mais moi, vraiment, c'est vraiment le côté français parce que c'est le côté où c'est le plus visible, en fait. ok, Voilà. ok, Donc ok. ça, c'est pour la BD Première Guerre mondiale. Qui a un rapport ou pas avec, donc avec ton univers principal? Est-ce que c'est le passé de ton univers principal ou en fait c'est quelque chose d'à part Non, complètement et... non, c'est quelque chose d'à part. C'est juste moi, 3 heures du matin, qui me suis dit, et si la France avait tout gagné, voilà. Ok, et alors tu prévois ça, donc tu m'as dit en 4, donc tu vas avoir 4 arcs. Oui, T'as une idée de ta vitesse de production là-dessus ou pas? absolument pas. D'accord, pour l'instant c'est Là, déjà, freestyle, t'as ouais, c'est pris ça. commencé, c'est déjà bien quoi. Donc j'ai d'autres projets plus importants sur le feu, donc là, je bosse dessus, mais lentement, on va dire. D'accord. Et donc tu t'es pas donné de deadline ou quoi que ce soit? Non, non, non. Pas pour ce Ok. projet-là. J'ai une deadline pour un autre projet BD que je vois avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et j'en parlerai pas parce que je sais pas je sais pas si je peux en parler. Donc, D'accord, parce que c'est un projet qui est c'est le public. projet dont tu m'avais parlé, Oui, où tu c'est avais ça. des planches à faire, etc. Ok. Exactement. Je verrai avec la personne qui gère ça si ça l'intéresse de venir en parler la prochaine fois qu'il publie quelque chose. Voilà. Donc j'ai ce projet-là qui est sur le feu et qui est un peu urgent parce que j'ai 4 jours pour le finir. Ok, ouais, donc c'est pour bientôt, S- quoi. Ouais, mais ça va aller, je pense. Et j'ai le projet roman aussi sur le feu qui est un gros truc, Ouais, qui pour le coup n'est toujours pas mon univers principal, mais une itération de mon univers principal, d'accord. dans un contexte un peu différent, mais avec les persos, on va dire. C'est la partie, c'est le projet que tu as délocalisé à Paris il y a peu, non? Oui, c'est ça. Ouais.
Oui, Au départ, ça se passait plus en Europe de l'Est, il me semble. oui, ça passait Et plus en Europe de l'Est, mais ouais. oui. Et finalement, tu t'es dit, non, mais en fait, j'ai envie de raconter un truc à Paris. Et donc, t'as déplacé l'univers. Ok, et donc ce projet-là, lui, t'as une date de parution ou Alors, approximative? si tout se passe bien, ça, j'envoie tout à l'éditeur en septembre, si tout se passe bien. Ok, d'accord. Et du coup, ce que tu vas envoyer, c'est un pourcentage du projet ou genre vraiment, il sera quasi définitif? Ah, c'est le roman, hein, je lui envoie le Ah, le roman en roman sera prêt, septembre. quoi. Ok, En septembre, ouais, si tout se passe bien, si j'arrive à avancer dessus correctement. J'envoie en septembre, on fait les corrections, puis après ça part en prod. d'accord, très bien. Et alors, ça représente comment dire, quel pourcentage de ton projet principal, ça? Parce que tu disais que c'était une annexe du projet principal ou... Ben, c'est un roman que j'ai prévu en 60 000 mots. Ah oui, c'est vrai que vous... c'est vrai que vous les écrivains, vous parlez en mots. Oui, parce qu'on on parle pas en termes de pages, parce que ça dépend de l'édition, de la taille de la police et tout ça. Donc, Ouais, 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 mais je me rends pas compte que ça représente le nombre de mots en termes de grosso pages. merdo, 60 000 mots, 60 000 mots, ça fait un peu plus de 200 pages. À peu près 200 pages, ok. Un peu plus. Donc, c'est correct, c'est un petit roman. Ouais. Je veux pas m'attaquer à un Eragon de 400 pages, tu vois. 500 pages. Alors, je commence petit, puis après on verra. Oui, oui, puis ça se trouve, tu trouveras de quoi agrémenter ça. Tu auras, enfin, je sais pas comment toi tu fonctionnes. Moi, je sais que j'ai toujours envie de rajouter des trucs. Et voilà, et je prévois des trucs qui font 25 pages et à la fin, ça en fait 60. Exactement. Voilà, c'est toujours un problème. D'ailleurs, pour mon projet principal et aussi pour le roman, vous avez les visages des personnages principaux juste à côté des voitures sur l'Instagram. Ok, hop, et plop. Donc voilà, voici les personnages principaux. Ok, donc ça, c'est le projet qui se passe à Paris? Oui, Ok, oui, donc Alice. William, ok. L'autre avec son casque que tout le monde adore. ouais. L'homme lézard. Lui, il vit pas pareil, lui, il vit à Antioche. L'huile. Le gars avec son casque, il vit à Antioche. Ok. C'est un humain, hein, c'est pas un lézard, c'est un humain. Juste pour, Oui, oui, non, je sais bien. Non, mais c'est sa tête qui fait reptile. Il a pas de nez, alors il fait penser à Voldemort. Tu vois, il y a le côté Oui. reptile. Voilà. Et moi, j'aime bien les reptiles, alors. Ouais. Non, lui, il vit à Antioche. En fait, les personnages principaux de ce roman, donc c'est Denis Fernandez, Wilhelm Schmeisser et Alice Brossard, avec un peu Nina sur le côté. Et les autres sont ailleurs et je les introduirai au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Ok, ok. Et donc ce projet-là, oui, non. Donc déjà, tu pars d'abord sur ton annexe. Et donc ça, ton visage pour les prochaines années, j'imagine. Parce que si t'as en plus ton histoire de BD Première Guerre mondiale à faire, ce qui risque de te prendre un certain temps aussi. Oui, ça prend du temps, oui. Là, on est en train de parler de projets sur les 10 prochaines années, quoi. C'est ça. Mais déjà, commençons de petit. J'ai le projet publié à rendre ce mois-ci. Oui, Après, je continue le roman et je continue sur la BD. Sachant que j'ai un autre storyboard à faire pour un copain qui voudrait, enfin, comment dire, j'ai une collab de prévu avec un copain. Donc, ok. je storyboard le truc, je storyboard sa BD et il fait tout par-dessus. Dac. Voilà. Et après, on pourra attaquer le gros projet BD principal que je bosse depuis 10 ans. Ah, ça va, tu devrais pas t'ennuyer, tu vas être occupé pendant un moment. Ouais, je suis occupé, ouais, c'est déjà ça. Ok, ok. Donc, Alors donc du coup, toi, je te pose la question, mais je le sais, hein, tu fais du stream. mhm. Tu streams à quelle fréquence, à peu près? Tous les jours. Tous les jours? Ouais, sauf exception. Ok. Après, je stream le matin ou l'après-midi à 18h. Parfois les deux en même temps. Dac, ok. Un à deux streams par jour, mais ok, ok. Ouais. Et Dac, la de nuit, toute je n'arrive pas à façon. dormir. Je lance des streams sur la nuit, je n'arrive pas à dormir. Ah, tu streams la nuit aussi? J'arrive pas à dormir. Ah, ok. À chaque fois que tu te mets à écrire, en fait, t'es en train de streamer, quoi. Ouais. Ok. Ok, ok. Et donc en Et stream, c'est principalement l'écriture. Tu fais principalement l'écriture en stream, toi, il me semble, non? l'écriture, je fais les deux. Je fais de l'écriture et du dessin, mais en ce moment, je suis L'écriture beaucoup et le sur dessin. l'écriture. Dac. Parce que j'ai envie d'avancer le roman, parce que c'est le truc le plus chronophage, on va dire. Ouais. Donc en ce moment, je suis beaucoup focus là-dessus. Ok.
Ok, ok. Bah, on a fait un bon début de tour. Est-ce qu'il y a un autre point sur lequel que tu aurais aimé aborder? Euh, alors, je vais parler un peu de mon processus d'écriture plutôt. Vas-y, je t'écoute. En fait, même au travers des personnages, j'essaye d'éviter les clichés. D'accord. Donc j'essaie toujours d'aller à contre-pied de ce qu'on pourrait attendre de tel ou tel personnage, ou de telle ou telle situation, on va dire, tout en gardant une certaine logique. Ouais. Donc, par exemple, concernant les personnages féminins, j'essaie d'éviter de les rendre automatiquement badass. D'accord, oui, qui est quelque chose qu'on a pu beaucoup voir ces dernières années, notamment dans tout ce qui va être film d'action. C'est ça. Où on se retrouve avec, pour éviter les anciens clichés de demoiselles en détresse, les femmes n'ont plus le droit, les personnages féminins n'ont plus le droit d'être en détresse dans les films ou dans les œuvres de fiction actuellement. Et ils sont forcément décrites comme étant extrêmement badass et capables de se débrouiller toutes seules. C'est ça. Alors, moi, je considère que la, la force et la grandeur d'un personnage ne se mesurent pas à sa capacité à mettre des pains. Voilà. Donc, j'essaie de trouver des moyens, d'autres moyens de rendre un personnage plus intéressant. Ok. Euh, enfin, j'essaie d'éviter de me dire, c'est un personnage qui est comme ça, il faut qu'il soit comme ça. J'essaie plutôt de broder une personnalité et des attributs qui sont plus neutres, mais en les développant de sorte à ce que le personnage soit plus intéressant. Ouais, oui, je comprends. Bah, je vois le truc, c'est quelque chose qui m'est arrivé avec un de mes personnages aussi lors de mon écriture. Où j'avais besoin de quelque chose, donc j'avais commencé à développer mon personnage qui allait faire une grande tirade pour parler de trucs, ce qui était un bon moyen pour mettre de l'exposition. Et d'ailleurs, t'as dû tomber dessus puisque c'est dans le second chapitre. En fait, tout ce qui est et finalement, j'ai arrêté ce truc-là puisque ça colle pas avec mon personnage, le fait qu'elle fasse des grandes tirades et qu'elle parle beaucoup. C'est justement mon personnage qui ferme bien sa gueule et qui aime bien tout de suite rentrer dans l'art et qui préfère l'action pure que la parlotte. Et donc, il a fallu que je trouve un autre moyen de mettre en place mon exposition. Et comme tu as pu le voir, c'était par l'intermédiaire d'un flashback d'un autre personnage, ce qui permettait d'apporter la connaissance au lecteur, mais sans trahir la personnalité que j'avais développée pour mon personnage. Exactement. Autre exemple, je n'aime pas les personnages qui sont tellement en dehors de leur univers, qui jouent à l'encontre direct de leur univers et qui vont changer en profondeur. Ça, j'aime pas. Et j'aime pas non plus les personnages qui vont sauver le monde. Ok. Donc, je préfère des personnages qui sont plus intégrés à leur environnement et qui sont pas là pour tout changer du tout au tout de leur présence et de leur destin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord, oui, c'est ça, je vois le truc. C'est qu'ils essaient de changer les choses, mais ils essaient de changer les choses à leur échelle, en fait. C'est-à-dire que oui, c'est un être humain peut pas gagner une guerre à lui tout seul. Le pouvoir décisionnaire ne se fait pas à cette échelle-là, en fait. Exactement. C'est pour ça que j'aime pas les. J'ai eu un peu mal avec certains mangas, notamment Naruto ou One Piece, où le personnage devient un dieu. Et moi, j'aime pas ça. Oui, non, je comprends. Je peux comprendre. J'aime pas non plus le népopisme. L'épopisme. Alors là, j'ai pas le terme. Vas-y, j'ai probablement En la gros, définition, le, mais. en gros, le népopisme, c'est quand t'as un personnage qui se révèle être le fils de machin, qui du coup est super important et qui du coup a tout parce que c'est son héritage, tu vois. Ah, ok. Le retour du roi dans Seigneur des Anneaux, non, c'est pas ça? Il y avait pas un peu de Oui, ça? entre autres. Non, Entre après, en vrai, autres. j'ai plus assez de souvenirs de ça pour m'assurer que ce soit ça. Mais je vois le truc. C'est que le personnage, on découvre que, en fait, il a dans son passé quelque chose d'important. Et donc, il se découvre des capacités qu'il avait pas parce que, en fait, il a ça dans le sang, c'était juste endormi, quoi. Exactement. Par exemple, le meilleur exemple que j'ai, c'est Naruto, le fils du quatrième Hokage, tu vois. Ok. Alors, j'ai pas suivi Naruto. Bah, en fait, en gros, Naruto, déjà, c'est le fils du ninja le plus puissant de son temps. Ok.
Et c'est aussi et c'est par sa mère, il a un héritage génétique qui lui permet d'avoir une quantité folle d'énergie qui lui permet de faire n'importe quoi. D'accord, oui, parce que je savais qu'il faisait le multiclonage, etc. Mais il me semblait qu'au début du manga, il puait la merde, Naruto, non? Oui, il puait la merde à cause de Kyuubi qui l'empêchait de contrôler son chakra. Et Et Kyuubi, s'il c'est avait son pas eu... démon, c'est ça? C'est ça, Ok. c'est ça. Et en fait, quand plus l'histoire avance, plus tu te rends compte que Naruto, c'est un fils d'eux, réincarnation d'un dieu, machin, truc bidule chose, Ah oui, c'est bon, carrément. quoi, tu vois. Ouais, ouais, Ah oui, oui, il oui, est oui. complètement craqué, en fait, d'accord. Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Donc voilà, moi je préfère plutôt des personnages qui sont un peu plus random, on va dire, dans leur origine. Alors, mon personnage principal, donc Denis Hernandez, dans mon roman, Ouais, c'est le fils d'un personnage qui est surnommé l'araignée de Dunkerque. ok. Oui, lui. Et en fait, ce personnage, donc sa mère, a fait des trucs de fou, oui, sauf que, déjà, son truc de fou, ça a duré une seule bataille, et en plus, il n'y a pas d'héritage derrière. Enfin, c'est pas parce qu'il est fils de l'araignée de Dunkerque qu'il est plus important, qu'il est plus cheaté, qu'il est plus... voilà, quoi. Ok. Oui, non, c'est ça, c'est sa mère a fait un truc, mais lui, il doit encore faire ses preuves, quoi. C'est ça. Ok. Et en plus, l'impact de sa mère, bien que retentissant à son échelle, n'est- elle est très très loin d'autres cadors du monde, tu vois. Ok. C'est juste un officier qui était là au bon moment, qui a pris des bonnes décisions et qui a vaincu machin. Oui, oui, d'accord, c'est elle a remporté une bataille, c'est pas elle qui a gagné la guerre, etc. C'est Donc en ça. fait, même si c'est le fils de sa mère, bah, il est fils d'une mère qui a eu un exploit notable, mais il n'est pas le fils de la personne qui a sauvé le monde et tout ça. Donc Voilà, exactement. voilà, il ne fait pas partie de la noblesse Non, des survivants humains de cet univers. Oh, une jolie royaume. non, exactement, voilà, c'est ça. C'est que malgré son ascendance qui est très honorable, hein, mais autant sa mère est particulièrement connue parmi l'armée de sa nation, autant c'est juste, elle est connue de réputation, mais pas parce que c'était une déesse qui a fait n'importe quoi, tu vois. Ok, ok. Donc voilà. Et donc, donc ça rentre dans ce que je disais, j'aime bien les personnages plus random qui sont là parce qu'ils sont là et qui vont pas forcément faire des trucs de fou, mais qui ont une histoire à raconter. Ok, donc ça c'est quelque chose qui est important pour toi justement d'avoir des personnages qui vont avoir tout à prouver, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc oui, tu me disais que tu essayais de t'extraire de certains clichés. Les personnages vont devoir prouver leur valeur. J'imagine que tu vas avoir des évolutions de personnages aussi. Comment tu réfléchis à ça? Comment tu fais évoluer la personnalité d'un personnage suite à ses expériences, etc. En fait. Alors, ça c'est un truc sur lequel j'ai un peu de mal, Ouais, parce que souvent je fais des évolutions qui sont un peu trop rapides, faut que je retravaille ça dans le roman d'ailleurs. ok, Parce que par exemple, Den, qui au début de l'histoire est un petit con de la Tessie, littéralement, ok, euh, dans l'histoire, en 5 chapitres, il se fait happer par la situation, donc la guerre, et il s'adapte un peu trop facilement. Ça, c'est un problème que j'ai eu et qu'il va falloir que je règle. ok. Oui, il a pas la phase de trauma où il a sa claque de réalité qui va. Alors, il a sa phase de trauma, Ouais. il l'a. Il a une phase de trauma de PTSD, hein, d'ailleurs, qui est assez violente, mais je trouve qu'il s'en remet trop facilement dans le récit. Donc, il va falloir que je règle ça. Ok. Après, ça peut être un mécanisme, une clé que tu peux utiliser en fait. Justement, qu'il ait eu donc un événement traumatique à ce moment-là, qui pourra servir de faille plus tard. Par exemple, dans l'ensemble, il arrive à s'adapter au combat parce que il s'est entraîné, etc. Mais quand il se retrouve dans une situation un peu trop proche de ce qui l'a traumatisé, il défaille et il est obligé de compter sur d'autres personnages Bien pour le sûr, sortir de là à ce moment-là, tu bien sûr, et c'est important d'avoir des personnages qui ont des failles. Après, je suis un peu mauvais en Den, son évolution est plutôt logique, vois. dans Ouais. le sens où il a eu un événement traumatique et il a eu une mission qu'il a échoué, et cette Ok. mission a déclenché, et l'échec de cette mission a déclenché une guerre. Donc, dans le roman, il est en mode, bon,
j'ai déclenché la guerre, merde, j'envoie tout le monde à la mort. Ah oui, lui c'est Et pas un mec qui va- a sauvé le monde, c'est quelqu'un qui l'a détruit quoi. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Enfin, c'est surtout, c'est pas vraiment de sa faute. C'est parce que les histoires sont partagées avec toute l'équipe. Mais vu que la chef de leur mission a déclenché une guerre, il se dit bon, j'ai déclenché une guerre. Il va falloir que je me sorte les os du cul et que je fasse honneur à ma nation, tu vois, et à tous ceux que j'envoie à la mort. Ok. Ah oui, non mais c'est un bon début de personnage, on l'aime déjà. Voilà. Et donc pour les évolutions des personnages, alors faut savoir que si tu reprends la planche de Kara, Ouais, faut savoir que tous ces personnages-là, de base, ont une construction de base. ouais, Donc en partant de Nina, on a alors je vais le dire. Nina, c'est une personne qui a eu un passé très difficile et qui se réapproprie sa personnalité, son identité et son corps, ok, mais de manière un peu déplacée, on va dire. ok, On a Gunnar qui, lui, a des problèmes avec sa mère et qui a un très très et qui a un énorme problème de gestion de la colère. d'accord, donc c'est un nerveux. Très très gros nerveux, ouais. On a Hussein qui, lui, est un chaotique incompréhensible qui fait des actions aléatoires sans rien expliquer à personne. D'accord, donc lui il est névrosé quoi, c'est... Toute sa vie est un jet de dés quoi. C'est Il y a, ça, il y a exactement. quelqu'un d'autre qui est aux commandes. C'est ça. Tu as Sam qui est juste un ours extrêmement mal léché, donc très grognon D'accord, et désagréable. T'as Wilhelm qui lui a des problèmes d'identité ou qui a des problèmes sur son identité dans le mood où il est. C'est un homme, et il est persuadé qu'il a un rôle à jouer en tant qu'homme et qu'il doit s'y maintenir, s'y conformer. d'accord, donc lui en fait il se borne à réaliser le rôle qu'il est persuadé qu'on attend de lui. C'est ça. Alors que personne lui demande d'être un bonhomme, tu vois. C'est juste qu'il est persuadé qu'il doit être comme ça parce que c'est un homme. D'accord, Voilà. Donc t'as Denis qui est un petit con de la cité. T'as Vania qui est une maman toxique, d'accord, dans le sens où elle a perdu ses deux enfants et donc elle a tendance à materner tous ses proches, au point d'en devenir étouffante. ok, Et t'as Alice qui est alcoolique. bah oui. Donc ils ont tous plus ou moins un grain, tu vois. Effectivement, non mais ça va faire une jolie équipe. Et donc Voilà. ça c'est l'équipe d'élite sur laquelle il faut compter pour gagner la guerre. Ouais, c'est ça, c'est les exploits de Dable, mais en mode alcoolique, débronzé et drogué. Ah ben et alors attends l'ennemi qui est l'ennemi? Britannia. Les Anglais? Oui. Encore? Oui. Ah, ils nous auront tout fait, mais le pire c'est la bouffe. Bref, excusez-moi. Alors oui. Oui, j'ai choisi comme ennemi, du coup, les insulaires, hein. Et parce que mais c'est pas mais comment dire? En gros, dans la structure du récit, c'est pas, les Anglais qui sont méchants pour être méchants. C'est surtout qu'il y a un conflit géopolitique autour de champs de pétrole dans la mer du Nord. Ok, Et donc les Francs leur disent: «Bah, écoutez les gars, nous on a l'arme atomique, donc vous allez rien faire». Et donc les Britanniens veulent l'arme atomique pour que les Francs arrêtent de leur dire, ce qu'ils doivent faire, tu vois? ok. Ils l'ont pas eux? Les Britanniens, non, ils l'ont plus. Ah ouais. Non, Ils en l'ont vrai plus ou dans le roman? dans le roman. Dans le roman, Mais d'accord, mais dans la c'est réalité, ils l'ont. logique. C'est logique. Parce que dans la réalité, les États-Unis, pardon, dans la réalité, le Royaume-Uni n'est absolument pas indépendant au niveau de sa doctrine nucléaire. Ok, Le Royaume-Uni a des gisements d'uranium sur son sol, mais ils sont inexploitables. Et ils sont même incapables de produire leurs propres missiles, ils sont obligés de les acheter aux Américains. ok, mais ils en ont du coup. Oui, ils en ont. Mais comme ils sont pas indépendants là-dessus, si tout s'effondre, ils l'ont plus. Oui, ça fait sens. Et ils ont ceux qu'ils ont achetés, et une fois qu'ils en ont plus, il faut en racheter quoi. C'est ça. Parce que le D'accord. monde que je décris se passe quelques siècles après une apocalypse nucléaire. Ok, oui, donc ils ont déjà tout claqué. C'est ça, et ont tout claqué. Alors, t'as certains royaumes qui ont réussi à conserver des tueurs de monde, à savoir les Francs, le royaume du Levant, dont la capitale est Antioche, et l'Himalaya. Mais c'est pas notre monde à nous, hein, c'est bien plus loin. Ok. Parce que oui, le Népal n'est pas sans savoir des, des ogives nucléaires.
Le Népal, assez peu. Non, c'est vrai qu'ils sont pas connus pour ça. Non, mais voilà, enfin, on est dans une réalité qui est très, très loin dans le futur. Ouais. Donc on est plusieurs millénaires, par rapport à nous. Le monde a beaucoup bougé et donc c'est comme ça que tu te retrouves avec, du coup, Antioche qui a une bombe à hydrogène, le royaume de l'Himalaya qui en a aussi. Ah, ok. Alors, quel est le ton du récit? Le ton. Alors, comme je disais, c'est un univers qui est crade et qui est violent. Ouais, Notamment dans la ville basse de Paris, bah, le repas se compose généralement de cadavres recyclés. d'accord. Donc on est sur un ton très, je vais dire un peu douce, un peu, aigre-douce, tu vois? Douce amère. Ouais, ok, d'accord. Un petit truc un petit peu nostalgique, type ce qu'on pourrait voir dans The Last of Us. C'est ça, c'est qu'en fait, le monde est incroyablement violent et malsain, Ok. mais les gens qui évoluent dedans sont habitués. Oui, oui, ok, d'accord. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que je vois. Non, parce qu'en fait, le fait que ce soit sombre et violent, enfin, le fait que ce soit sale et violent, Borderlands, c'est sale et violent aussi, tu vois. Et pourtant, c'est Déjanté. ouais, c'est ça, tu vois. Le ton reste quand même plutôt comique, tu vois. Tu tires pas ta larme sur Borderlands, quoi. C'est ça. Mais là, c'est plus, ouais, douce amère, en fait. Le monde est malsain et injuste, mais les gens sont habitués, donc ils évoluent dedans selon les règles du monde. Ok. Voilà. Et on peut devenir Hokage sans avoir à tuer personne. Et Alors, on sent que t'en as gros sur Naruto quand même. en fait, c'est Naruto, c'est l'œuvre que j'aime le plus et que j'ai testé le plus en même temps en tant que manga. Ah, ok. Ouais, oui, donc forcément, t'as un rapport amour-haine C'est à ça. l'œuvre, quoi. Parce que je trouve que le manga n'a pas été au bout de son concept. Ok. Mais ça dure pas des plombes, ça? Et ils ont Ça pas, t genre, parce qu'on avait l'autre, on avait Shippuden aussi. Quand il a Oui, dû. ça a duré 700 chapitres. Ça a duré 700 chapitres, donc à peu près plus de 60 tomes. Mais je trouve que le gars n'a pas, été au bout de ce qu'il avait mis en place. Ah, Voilà. dommage. Et donc, comment dire? Et donc, tu décides de te rattraper en te lançant dans One Piece? Non, même pas, j'aime pas One Piece. Ah, je connais pas One Piece, je sais juste que c'est infini et que ça continue Oui, mais de toute façon, One Piece, j'aurais pu aimer, mais j'ai raté le train, en fait. Et quand on me propose de reprendre le train, c'était en 2015. Il y avait déjà il y avait quasiment 100 tomes, c'est bon, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce que je connais aussi. Tu connais pas One Piece, ça te dit pas de t'y mettre? 100 tomes à 7 balles? Bah non. Non, bien sûr que non. Je vais pas m'y mettre du tout. Voilà. Donc ça, c'est mon processus créatif. Donc je peux résumer des personnages qui sont plus random, plus intégrés à leur environnement. J'essaie de sortir des clichés, tout ça. Ok. Et aussi un point, quand j'écris des personnages, je ne comprends pas de leur sexe, en fait. Je prends pas leur sexe en compte quand j'écris un personnage. D'accord. Donc oui, tu travailles d'abord la personnalité avant de te poser la question de qui sera ce personnage, comment il sera, si c'est un homme, si c'est une femme, etc. quoi. C'est ça. Par exemple, Nina, à la base, était censée être un homme, Ouais. mais je me suis dit, mettre un problème d'hypersexualité malsain à un homme, ça pourrait pas passer, tu vois. Ah, il y aurait moyen de faire des trucs marrants quand même. Ouais, avant de faire des trucs, il faut savoir que Nina, dans son hypersexualité, est à la limite du forcing. Donc si ça avait été un homme, ça aurait été beaucoup plus problématique. Oui, mais c'est les post-apocalyptiques. Les Oui, règles sociales seront plus les mêmes. Mais effectivement, ça pourra donner aurait pu donner des scènes assez gênantes au sein même du récit, quoi. c'est ça. Il faut savoir que justement, j'avais prévu de faire ça, mais il y a une problématique sur Instagram qui a explosé récemment. C'est est-ce que est-ce que c'est légitime de faire des scènes horribles, euh, enfin, comment rendre une scène horrible sans pour autant la cautionner, tu vois? Je sais pas si tu as vu passer ça, c'est le scandale de Cora Hacker. Ah oui, oui, ça j'en ai entendu parler il y a pas longtemps. Bah, ça dépend en fait. Ça dépend. Pour moi, ça va dépendre de comment tu traites ta scène, à quel point ça va être récurrent. C'est-à-dire que si tu fais une scène choquante, il y a plein de films comme ça qui ont une scène choquante, histoire de choquer le personnage. De ce que j'ai entendu de Cracker, c'est que c'est la moitié du bouquin. Voilà. C'est pas une scène choquante, ça, du coup, tu vois. C'est la moitié du bouquin et une scène choquante, c'est pas la même chose. Oui, voilà. Mais moi, par souci de sécurité, j'ai choisi de faire de l'une à une. Ça passe mieux.
Même si Nina a clairement problème avec sa sexualité. Alors, bien sûr, elle a un passé qui explique pourquoi elle est comme ça. Euh, J'en dirai pas plus parce que voilà, YouTube risque de pas apprécier. Ah, puis bon, Mais faut que les gens aillent lire le bouquin à un moment, donc... oui, voilà, j'en dirai pas plus, mais voilà. Donc il y a quand même des problématiques auxquelles j'ai réfléchi, que je me suis dit, ça je peux l'inclure, ça je vais pas l'inclure. ok. Voilà, parce que notamment, savoir que moi je suis un grand fan de Hatcher Giger. Je l'explique. Je suis un grand fan de Giger, et Giger Ouais, dessine des choses, enfin, peint des choses plutôt, qui sont très noires. peigné Et lui-même, malheureusement. ouais, voilà, peigné malheureusement. Et en fait, il disait lui-même qu'il avait des pichons très noirs, et moi je me suis dit, un artiste doit être libre dans sa création, il ne doit pas avoir de frein, mais il faut qu'il soit prêt à encaisser les retours de ce qu'il aura sur ce qu'il dessine ou ce qu'il écrit. Et moi, il y a des choses que je suis prêt à encaisser, d'autres non. Ok. Voilà. Ah non, mais ça s'entend, c'est-à-dire que c'est ton œuvre et c'est ton œuvre que tu vas présenter au public, donc il faut que tu sois en adéquation avec cette œuvre pour pouvoir la défendre au moment où des personnes pourront venir et mettre une critique, quoi. Et si toi-même t'es pas prêt à assumer ce qu'il y a dedans, bah effectivement tu pourras pas la défendre. Donc c'est logique que tu fasses ce qu'il faut pour être en adéquation avec ton œuvre. Voilà, je me restreins sur certaines choses, d'autres non. Par exemple, un truc que j'ai mis dans mon roman, c'est que Dan et Alice, qui ont 16 et 17 ans, euh, ils ont par moment ils couchent ensemble. Ok, Parce qu'on va pas se mentir, les ados, ça couche ensemble. Mais ça j'ai arrive. choisi, voilà, mais j'ai choisi de le mentionner sans le détailler. Ok. Oui, pour pas Pour des raisons, retirer le côté voyeuriste qu'on aurait, quoi. c'est ça, et surtout avec des personnages de 16 ans, tu vois. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc, je me mets des chaînes, je me mets des limites. Parce que sinon, je peux m'amuser à écrire une scène de cul saison, ça n'a aucun sens et ce serait pas légal. Mais voilà, je fais en sorte de me restreindre. Je sais pas s'il en De est de la restreindre. légalité. Je sais pas, je préfère pas prendre le risque, tu vois. Non, non, Euh, mais enfin, je sais pas, c'est une question qui se pose, je pense. C'est-à-dire que dans le cadre d'une fiction, je suis pas sûr que ce soit illégal. Par contre, effectivement, ça pourrait être amené à être critiqué, et si t'es pas prêt à défendre cette critique, c'est ça. je comprends que tu ne le fasses pas. Est-ce que tu connais Les Enfants de la Terre? Non. Alors, Les Enfants de la Terre, c'est une série de romans qui se passe à la préhistoire. Ok, Et dans les premiers tomes du roman, dans l'un des premiers tomes de la série de romans, tu as la personne principale qui a 12 ans et qui subit une agression, une VSS, ok, de la part d'un des membres de son clan. d'accord. Et la scène est très graphique dans le roman. Ouais, C'est choquant, parce que tu dis c'est une gamine de 12 ans quand même. Donc, au niveau de la légalité, si c'est passé, ça passera. C'est passé, tu vois, au niveau de la légalité. Mais moi, personnellement, je veux pas représenter ça. d'accord. Oui, oui, non, mais je comprends tout à fait. Mais oui, effectivement, donc on est d'accord que techniquement, c'est quelque chose qui est faisable légalement sans avoir de problème. Parce qu'en Oui, fait, mais techniquement, il n'y a pas eu d'agression. Il n'y a pas eu d'agression. C'est quelque chose qui est faisable. C'est juste que toi, tu serais pas en accord avec cette vision dans ton œuvre, donc tu préfères ne pas le faire. c'est ça, exactement. Ok. Et puis, d'ailleurs, même souvent, je considère que je me mets un peu trop de chaînes par moment, parce que ça reste un monde post-apo où la nourriture et l'eau est rare et qui est empreinte de violence. Ouais. Donc, il y a certains moments que j'ai beaucoup édulcoré, que je pense que je ne devrais pas édulcorer. Mais de toute façon, c'est une question de dosage, on ajuste au fur et à mesure, tu vois. Je comprends. Ouais, et ça, c'est quelque chose que je comprends, que je vis aussi hein, dans mon écriture. C'est-à-dire que je mets en place des trucs, tu vois. Et je regarde ce qui a été fait pour l'instant. Je fais, ok, ouais, ça va, c'est cool, c'est conforme à ce que je m'imagine. Je mets, c'est soft pour l'instant. C'est-à-dire que je sais, et le pire, c'est que je sais ce qui va arriver derrière, tu vois. Ouais, ça va pas durer longtemps, tu vois. Mais pour l'instant, c'est tranquille. En fait, les personnes qui vont tomber sur ce que je fais maintenant, elles vont se dire, oh bah ça va, c'est pas trop violent, tu vois. Et voilà, et je sais qu'il y a certains moments qui vont justement être là pour être plus dans le dur.
Et va falloir lâcher la bride, et ça risque de surprendre quelques personnes, quoi. Oui. Et puis, de toute façon, j'ai l'impression que l'art est assez libre au niveau de la loi. Dans le sens où, par exemple, je vais prendre l'exemple de la musique. Il y a des rappeurs, surtout des rappeurs d'ailleurs, qui lâchent des horreurs, notamment sexistes, voire racistes ou autres, homophobes aussi. Et pourtant, ça passe. C'est Personne vrai. les a emmerdés. Je pense notamment à Hollywood Undead, qui, pour le coup, est extrêmement homophobe dans leurs propos. Ok. Je crois que j'en connais qu'une de Euh, Hollywood and... ouais, enfin, quand tu vois FA2GOT qui passe extrêmement souvent dans leur musique, voilà. Donc oui, enfin, en tant qu'artiste, on est forcément plus libre de ce qu'on fait que d'autres personnes, mais ce n'est pas pour autant un totem d'immunité, hein, et il faut savoir faire les choses correctement. Oui, oui, bah en fait, de toute façon, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est que la légalité, c'est le cadre global des limites à pas dépasser. Et même si l'art te permet d'évoluer là-dedans, bah ça n'empêchera pas qu'il faut que toi, tu sois en accord avec ton œuvre. Exactement. Il va falloir pouvoir la défendre si elle est amenée à être critiquée. Et si toi-même tu trouves que tu as été trop loin, bah tu vas pas pouvoir prendre sa défense, quoi. Voilà. Et moi, je fais ce que je suis prêt à, ce que je suis prêt à tanker. Voilà. Ça fait sens. Voilà, voilà. Ok, Mm. C'est comme ça que je fonctionne. très bien. Bah écoute, on en sait déjà vachement plus sur tes projets futurs. Donc le prochain projet à sortir, c'est donc la collaboration dont tu préfères ne pas parler. Pour l'instant, oui, parce que je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Je préfère Oui, 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 bien sûr. ne pas me donner trop de droits sur ce projet qui ne m'appartient pas. Ah mais je comprends. Je pense que je vais contacter la personne qui gère ça pour voir si elle veut venir en parler. Voilà. Et donc après, c'est le roman, ensuite la BD, et après tu réattaques du roman. Non, une BD sur le projet principal avec avec mon équipe de droit cassé. C'est une BD. D'accord. Oui, le Oui. roman, c'est ce qui arrive en septembre. Et après, Ouais, c'est BD Première Guerre mondiale et BD principale. c'est ça. Ok. Voilà. Très bien. Bon, bien sûr, je mettrai tes réseaux, donc ton Twitch et ton Instagram principalement. Mm. J'imagine. T'as d'autres réseaux ou pas, hein? Bah non, j'ai TikTok, mais je m'en sers pas. T'as un TikTok? Ouais, j'ai du mal avec TikTok aussi. J'arrive à le faire par période et après ça me fait chier et j'arrête. Après je reviens dessus, putain, non, il faut que je poste. Ah, et je me retrouve à refaire des trucs à la con et c'est compliqué, hein, Ouais. les réseaux c'est compliqué. Ah, ok, bah je mettrai tout ça en description. Et bon, je pense qu'on a pas mal déblayé, on a pas mal déblayé tes projets à venir. Est-ce que tu as Mm. quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on arrête ici? Si si je peux ajouter quelque chose, c'est que en tant qu'artiste, je déteste l'IA. Voilà. Ok. Voilà. Juste détestation de l'IA sans moindre mesure. Alors, je suis, Non, parce que comment dire? t'es pas au courant, mais j'ai fait une interview là il y a 2 jours, je crois. Et bah, c'était un peu comme là, on a passé 1 heure à discuter, etc. On a balancé le sujet de l'IA, on est reparti pendant 1 heure. Alors, faut savoir que moi, l'IA, je trouve que c'est un formidable outil. C'est un formidable outil, mais le présenter comme produit fini, et je trouve ça dégueulasse en fait. Je Ah veux bah dire, bien sûr. voilà, c'est tout. C'est autant pour s'en servir comme assistant, c'est très bien, mais si tu lui fais faire tout le boulot à ta place, non en fait. Voilà. Bah, en fait, oui, je suis assez d'accord avec ça, hein. Mais je pense que tout le monde est assez d'accord avec ça, parce que quand même les plus gros anti-IA que j'ai pu voir, ou parmi les plus gros anti-IA ouverts au débat, en tout cas que j'ai pu rencontrer, quand tu commences à en discuter un peu plus profondément, ils sont pas foncièrement aussi anti-IA. C'est un raccourci qu'ils utilisent pour montrer une désapprobation globale. Mais en règle générale, on est plus ou moins tous d'accord avec ça sur le fait que oui, une image générée par IA et utilisée comme produit fini, bah c'est de la merde parce qu'en fait, t'as juste écrit une phrase, t'as cliqué sur un bouton et tu te contentes d'exploiter quelque chose qui a été généré en 20 secondes. C'est ça. Mais en soi, en tant que comment dire, en tant qu'outil,
bah, tout le monde en fait usage et c'est normal en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté et on en aura forcément une utilisation, quand bien même minime. Mais encore une fois, on peut aussi être amené à poser la question de ce qu'il en est de l'IA générative et si on fait le distinguo entre une IA générative et IA globale, donc les IA qui vont servir à d'autres choses, etc. Du degré d'utilisation. Bref, ça c'est un débat que j'ai souvent et j'aime bien justement savoir un petit peu où se placent les gens par rapport à ça. J'ai eu d'ailleurs deux, trois conversations très intéressantes là-dessus et il faut que j'organise d'ailleurs un débat parce que là je suis tombé sur des personnes qui étaient assez, assez ouvertes en termes d'IA et j'aimerais aussi tomber sur des personnes qui sont plus sceptiques pour essayer d'avoir une conversation globale en fait pour converser de. Alors là, on arrive presque sur une vision de l'esprit, en fait, d'où se situe la limite de l'utilisation d'IA, à quel moment ça devient du travail de machine et à quel moment ça reste du travail d'humain. Bah, par exemple, un exemple que j'ai, c'est par exemple toi. Toi Avec. qui utilises des musiques générées par IA pour alimenter ton stream, Ouais, en soi, tu ne vends pas ces musiques. Tu les utilises juste pour agrémenter c'est un ça. travail que tu fais. Tu vois? Donc en vrai, moi, j'ai rien à dire dessus. Ah, moi, j'ai pas Contrairement à c'est une pour ça que j'ai personne. pas de problème avec mon utilisation de l'IA. En même temps, c'est mon utilisation, donc je suis assez d'accord avec moi-même. Oui, mais voilà, enfin, vu que toi, tu vends pas tes musiques, tout ce que tu fais, c'est agrémenter ton stream, tu ne marches pas sur les plates-bandes des musicos, tu vois? C'est ça, c'est la vision que j'en ai en tout cas. Voilà. Je sais qu'il y a une personne qui est passée sur ton stream qui a eu une vision plus étriquée, on va dire, de ce que tu faisais, mais honnêtement, Ah oui, c'est en vrai, ça. moi, je Mais trouve ça après, OK, hein. j'ai compris aussi son point de vue, puisque cette personne a appliqué sa logique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est contre l'IA générative dans le milieu du dessin. Et donc, bah, elle est contre l'IA générative dans le milieu de la musique aussi, en fait. C'est-à-dire que si son combat, c'est l'IA générative, bah, à partir du moment où il y en a une utilisation, elle est contre. Et bah, en fait, elle reste fidèle à ses convictions, et je peux pas lui en vouloir d'être cohérente avec elle-même, tu vois. Ah, ça, Mais je suis d'accord, mais mais chacun a voilà. son avis après. Mais de mon point de vue, bah en fait, j'aurais jamais payé un musicien pour faire des musiques parce que précaire. Alors du coup, bah c'est la solution que j'ai. Et comme je prétends pas être musicien et que je mets pas ça sur les plateformes de musique, j'estime que ça pose pas de problème. Voilà. Puis c'est pas comme si tous les streamers utilisaient YouTube sans donner un copec aux artistes, tu vois? Après sur YouTube, normalement, t'es censé avoir les pubs qui font ça et t'as les vues qui sont ensuite monétisées et tout merdier. Mais encore Oui, une ça, fois, c'est vrai. c'est qu'est-ce qui arrive chez les artistes. Enfin bref, après en fait ça soulève plein d'autres questions. C'est quel pourcentage arrive chez les artistes, quel pourcentage arrive par exemple chez plutôt la maison de disques. C'est-à-dire que, Oui. bah, bref, la question peut se poser, tu vois, il y a vraiment matière à débat là-dessus. Mm. Et c'est assez intéressant, mais voilà, on peut en parler, mais en fait, on fera pas avancer le truc, c'est que chacun a son point de vue, et quand bien même on passerait des heures à en discuter, les personnes qui ont décidé d'être contre resteront contre, et je continuerai à pas trouver de problème à mon utilisation. Let's agree to disagree, du coup, hein. Mhm. Let's agree to disagree. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, mais c'est des conversations que j'aime bien avoir. Là, normalement, c'est la semaine, enfin, c'est dimanche, là, si ça se passe bien, où j'ai Carmadeus, un musicien qui, justement, lui, utilise l'IA. Il fait de la Mhm. musique, tu vois, il fait vraiment de la musique, mais il utilise l'IA dans son processus créatif, et donc on en a discuté. Et il s'en sert comme un outil, en fait. Il envoie ses spectres à ChatGPT en lui demandant comment il peut régler les trucs, etc. Enfin bref, il a une utilisation d'IA dans la musique. Et c'est intéressant aussi d'avoir justement ce point de vue de personnes qui l'utilisent dans leur processus créatif et à quel point ça dénature ou non leur œuvre. Tu vois. C'est ça. Mhm. Enfin bref, non, Enfin, l'IA voilà. c'est intéressant. Moi c'est un truc que j'aime bien en discuter avec les artistes et notamment, ça c'est mon côté emmerdeur par contre. C'est le côté les gens arrivent, ils disent ah j'aime pas l'IA. Ah bon? Mais si on s'en sert comme ça, non comme ça va. Ah ça va, vas-y développe. Et on se retrouve à discuter. Mais foncièrement ça change pas le fait que les personnes sont pour ou anti, etc. Mais ça ouvre des ponts en fait. Tu vois, c'est ce que tu disais sur tes personnages, c'est que ça sort de la. Si la réponse est facile, c'est que t'as probablement pas la bonne réponse, ou qu'une partie de la réponse, tu vois. Exactement, on est d'accord. Du coup, voilà. Ok. Eh ben écoute, je te remercie. Je te remercie d'être passé ici.
On va Je pense suivre, que toi. on va suivre tes projets et bien sûr, je mets tous les liens en description pour que les gens puissent aller voir et suivre tes projets. Et puis, bah, de toute façon, je te dis à bientôt puisque nous sommes quand même régulièrement en contact. Oui, à bientôt. Salut. Tu stream quand là, tu stream quand prochainement? Demain peut-être, mais c'est pas sûr sûr. Ok, ok.